Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal d'une installation saison 2 dans lequel je vais te parler très rapidement et souvent en introduction de nos interactions avec les deux pharmacies satellites, la pharmacie de Pavilly et la pharmacie des Emmurets de Max. Et surtout, dans cette saison 2, je vais te présenter notre nouveau projet, le projet de la pharmacie d'Alexis, lui-même situé à Pavilly. Alors, si tu es prêt, on commence. Tout d'abord, donc, petite introduction. Qu'est-ce qui se passe auprès de nos pharmacies satellites cette semaine? Alors, cette semaine, du moins sur les 7 derniers jours qui viennent de se passer, en ce qui concerne la pharmacie des Emmurets de notre collègue Max, eh bien, nous avons été visiter un local commercial, de façon à travailler sur le transfert de notre collègue Max. Alors Max est actuellement locataire d'une case commerciale qui est un peu vieillissante, abîmée, petite, pas très grande. L'objectif, et il a toujours été ça, c'est de déplacer sa pharmacie. On a actuellement, au moment où je te réalise cette vidéo, deux possibilités pour nous. Deux possibilités qui sont factuellement relativement proches l'une de l'autre, mais avec des caractéristiques qui sont, je dirais, légèrement différentes. Une première case qui est extrêmement saine, neuve, avec peu de travaux, une coquille vide, on va dire, vraiment vide, des grandes baies vitrées, des cloisons à réaménager, mais extrêmement simplement. Par contre, avec un positionnement moins premium que la seconde case. La seconde case, quant à elle, je dirais que le positionnement, il est premium. C'est vraiment le meilleur positionnement qu'on puisse avoir pour un transfert de pharmacie pour Max. Par contre, c'est une coquille donc avec beaucoup de volume. On est sur 3 étages, un sous-sol, un rez-de-chaussée extrêmement fonctionnel, avec beaucoup de questions sur l'aménagement de ce rez-de-chaussée, et puis un étage sur lequel il y a aussi beaucoup de choses à faire. Alors, au moment où je te réalise cette vidéo, ce local, il est actuellement vide, il est en gestion locative par le cabinet Sauvage. On a réalisé la visite avec un huissier et puis également un agent de transaction. Ce local, il est actuellement loué par quelqu'un qui a arrêté de payer ses loyers, qui a commencé à faire des travaux, donc la case est dans un état déplorable. Alors, là pour le moment, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a fait la visite, le local nous intéresse, par contre, il va falloir qu'on se mette en relation avec la foncière qui gère ce local, pour voir un petit peu comment eux, ils vont driver cette succession entre ce locataire qui ne paye pas son loyer et puis une reprise de bail, et puis voir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux d'aménagement. Le but, je dirais, à notre niveau, c'est de voir quelles sont les obligations finalement du bailleur pour remettre aux normes cette case commerciale, d'essayer de réaliser un espèce de chiffrage de ça, parce qu'actuellement, la foncière, elle n'est pas vendeuse. Voilà. Elle n'est pas vendeuse. Sauf que l'agent du cabinet Sauvage nous a dit que la foncière en question, elle était dans un process d'arbitrage où elle regardait un petit peu qu'est-ce qui lui rapporte, qu'est-ce qui ne lui rapporte pas et comment elle peut les arbitrer. En gros, en fait, l'idée du chiffrage, c'est tout simplement en fait de dire, si ils en ont pour 100 ou 200 000 euros de travaux, peut-être que par rapport à un loyer que Max va être amené à payer pendant 10 ans, le retour sur rentabilité ne va pas être présent. Et donc du coup, c'est de leur dire, écoutez, voilà, vous avez 200 000 balles à remettre de votre poche pour remettre aux normes cette case. Si vous nous la louez, eh bien nous, on vous propose de vous la racheter. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire les travaux. On vous la rachète à un prix qui est correct et on se charge de la remise à niveau, à nos frais, de cette coquille. Vous n'en avez plus la gestion, vous n'avez plus à souffrir finalement de la remise à niveau de ce local. Bref,
On attend un petit peu, là il va falloir décanter un petit peu la situation. D'ici quelques semaines, quelques mois, on devra avoir des nouveautés. Alors, on se retrouve dans un contexte un petit peu particulier parce que Max souffre d'un bail commercial, donc en 369. Il va déjà quasiment avoir réalisé une année. Il lui reste, techniquement parlant, encore une année parce qu'on a réalisé une reprise de bail et on est reparti pour 3 ans. Donc, du coup, je pense que factuellement, on va être obligé de prolonger le bail sur l'ancienne structure et malgré tout en fait partir peut-être vers une autre case. Bref, encore pas mal de travail là-dessus, mais le projet est juste énorme. En ce qui concerne Pavie, notre collègue Hélène, rien de particulier. Là pour l'instant Hélène, elle est dans la constitution de tous les éléments qui vont lui permettre de réaliser son bilan comptable de l'année N+2. Alors ça s'organise, ça se met bien en place, elle est en train de vérifier aussi de son côté toutes ces remises, etc. On devra avoir d'ici sous peu un retour du cabinet Burette pour établir une date de rencontre pour nous faire un petit peu la présentation de ce bilan à N+2. Parlons de Pavie, donc du coup maintenant on va évoquer le projet de notre collègue Alexis. Donc, comme évoqué dans notre dernière vidéo du journal d'une installation saison 2, nous en sommes à un point où on a réalisé une OFA. Donc l'OFA, c'est l'acronyme d'une offre ferme d'achat auprès de la partie vendeuse. Donc, comme tu le sais, la pharmacie que l'on projette d'acheter en partenariat avec Alexis, c'est la pharmacie concurrente de notre collègue Hélène. Donc voilà, c'est deux pharmacies qui sont l'une en face de l'autre. Le but, c'est de racheter avec Alexis cette seconde pharmacie et de créer à terme une structure unique au sein de la ville de Pavie. Je vais profiter de cette vidéo pour te décrire un petit peu qu'est-ce qui est une OFA, qu'est-ce qui est une offre ferme d'achat. Parce qu'en substance, en fait, sur les 7 derniers jours qui viennent de s'écouler, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est un échange entre la partie vendeuse et la partie acheteuse, à savoir Alexis et également nous, en termes de regard, d'information avec Alexis. C'est des échanges où chacun doit ajuster l'OFA en fonction de ses besoins, en fonction de ses, exigences personnelles et professionnelles. Qu'est-ce qu'une OFA? Alors, on va essayer de faire un parallèle avec un process d'achat d'un bien immobilier classique. Alexis, depuis le début de l'année, il a été amené à rencontrer plusieurs fois la vendeuse pour échanger de son produit, de sa société. C'est un peu comme si toi, lorsque tu achètes un appartement, tu réalises une ou plusieurs visites pour évaluer, soit si jamais le bien déjà te plaît, contextuellement parlant, dans sa localisation, etc. On évalue également les travaux, bref, avoir une approche un petit peu prospectrice sur le bien que tu vas acheter. Et Alexis, il a fait tout ça. Il a discuté avec la vendeuse, il lui a demandé un certain nombre d'informations, il a regardé si le positionnement lui plaisait. On a pas mal échangé en fait sur le projet, sur le futur projet que l'on va essayer de mettre en place en partenariat avec notre collègue Hélène. Il a demandé des éléments, il s'est informé, il a fait ses petits calculs, il a été voir un comptable, il en a discuté avec différents fournisseurs parce qu'Alexis a la chance de travailler chez un grossiste répartiteur qui est la SERP. Bref, il a fait ses travaux, on en a beaucoup échangé, on a fait des rendez-vous avec notre comptable pour voir un petit peu la pertinence. Il a des chiffres, il en a retrouvé aussi sur des sites comme Papers ou comme Société.com. Et puis on a analysé tout ça. Et une fois que Alexis était convaincu de la pertinence du projet, de la pertinence du produit financier, une fois qu'on lui a donné aussi notre accord, finalement en lui disant écoute, nous on t'accompagne, on trouve que c'est un beau projet, il a réalisé une offre ferme d'achat. Alors, l'offre ferme d'achat, c'est un acte que tu peux rédiger toi-même, et je te le déconseille, parce que c'est un acte très important, qu'il est mieux de faire réaliser
par l'agent de transaction qui va t'accompagner. Alors en l'occurrence, nous, c'est le cabinet Espace avec Gilles Andrieux, ou par un avocat, ou par un notaire. Alors nous, on travaille avec un combo Gilles Andrieux, expertise transactionnelle, connaissance du terrain, connaissance des petites filouteries, et le cabinet Gaumont, avocat, je dirais aspect légal, très procédure, et puissance, je dirais, juridique du cabinet d'avocats. Une OFA, donc, ça se présente ainsi, hein, donc c'est un papier comme ça, qui fait à peu près une dizaine de pages, et je vais t'expliquer donc qu'est-ce que résume une OFA. Donc souvent, une OFA, donc toujours pour essayer de faire un parallèle avec l'immobilier classique, l'OFA, ça va être ton offre d'achat que tu vas réaliser pour ton appartement, celle où tu vas dire, bah voilà, moi, votre appartement, on en a discuté ensemble, vous souhaitez le vendre X milliers d'euros, et ben moi, avec mon analyse, avec ma pertinence, avec mes biens, j'estime que votre bien vaut Y milliers d'euros. Une autre proposition. On ouvre le dialogue. Tu vas parler d'apport également pour un achat immobilier, et ben ça va être la même chose pour une OFA. Donc une OFA, c'est dire, bah voilà, vous avez présenté cette pharmacie avec ce niveau d'activité, ces caractéristiques techniques, vous souhaitez la vendre à ce prix-là, et bien moi, acheteur, en ayant validé la chose au regard du contexte économique, au regard du contexte concurrentiel, au regard de ma propre volonté, je souhaite vous l'acheter, alors soit le même prix, rarement plus cher que ce qui est proposé, et bien souvent un peu moins cher que ce qui est attendu par la partie vendeuse. Et ça va se formuler ainsi. Donc, une OFA, tout d'abord, il y a une définition des différents acteurs de cette offre ferme d'achat. Il va y avoir la description de ce que l'on va appeler la partie vendeuse, on va dire, donc la définition, nom, prénom, identification civile de la personne qui possède la pharmacie qui va être vendue, une identification également du produit qui est vendu avec sa localisation, son adresse, etc. Également une identification de la partie acheteuse. Alors, je t'invite, et un peu comme dans l'immobilier, à toujours faire remplir dans cette OFA une clause où tu peux être représenté par une personne physique ou morale, une capacité de substitution, c'est comme ça qu'on appelle. Parce qu'en fait, lorsque tu vas réaliser cette OFA, tu vas la faire à titre personnel. Mais il y a de grandes chances qu'entre le moment où tu vas réaliser cette offre et le moment où tu vas signer d'une manière définitive sous un acte notarié, juridique, l'acte de vente, tu le fasses non plus en nom propre, mais sous le format d'une société que tu auras créée. Et donc il est important dans l'OFA, mais comme dans le compromis que tu vas réaliser, que tu te donnes la possibilité d'être représenté, donc par une société. C'est une capacité donc de substitution. Ensuite, il y a la déclaration du vendeur sur le niveau d'activité de la pharmacie qui vend. Alors, très classiquement, on va retrouver dans cette déclaration du vendeur au niveau de l'activité les 3 derniers chiffres d'affaires d'activité généraux, on va dire les 3 derniers bilans sur lesquels tu vas retrouver donc le chiffre d'affaires annuel sur les 3 derniers bilans. Souvent, tu vas retrouver le résultat d'exploitation et le résultat net. Et puis, tu vas l'assortir également d'un détail un petit peu plus précis sur la dernière année, avec le détail finalement du niveau d'activité, du chiffre d'affaires mensuel de la dernière année sur chaque mois. Tu peux, et je t'invite à le faire également, à définir très clairement de quoi est constitué ce chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui rentre dans le niveau d'activité de cette pharmacie? Par exemple,
si elle a la gestion d'un EHPAD, si elle a des contrats avec des collectivités, si elle a des partenariats particuliers, bref, à noter tout ça. Ensuite, tu vas réaliser l'offre d'achat, c'est-à-dire que tu vas formuler la notion de prix que tu souhaites mettre pour acheter cette pharmacie. Tu vas également reporter toutes les notions de non-concurrence, parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas acheter, tu vas demander à la partie vendeuse de ne pas se mettre en concurrence par rapport à la pharmacie qu'elle t'aura vendue. Donc il y aura des clauses également de non-concurrence avec des répartitions géographiques dans lesquelles la personne ne pourra pas s'installer. Il y a également une définition des locaux dans laquelle va se trouver la pharmacie, avec également la transmission du bail et les conditions du bail qui vont être définies. Donc la localisation, qui est le bailleur, combien tu payes par mois, à quel stade de la location 369 tu te retrouves. Il va y avoir également un détail, je dirais, du stock de marchandises, pointé, daté, quel est le stock, et je t'invite également à demander une répartition par tranche de TVA. Pourquoi on va demander le stock? C'est tout simplement qu'on va demander à la personne qui va vendre la pharmacie de maintenir un stock courant et qui te permettra de reprendre la pharmacie en l'état et en ayant du stock le jour de ta reprise. Pas faire fondre le stock, pas non plus le maximiser. Je t'invite à faire très attention également sur les taux de répartition de TVA. On a vu par exemple des pharmaciens qui très judicieusement surchargeaient leur pharmacie avec du stock de générique au moment où vous avez décidé de vendre. L'idée, charger, prendre un maximum de remise arrière, vendre la pharmacie avec le stock, mais en ayant conservé la remise, et toi quand tu arrives, tu es blindé en générique, tu ne bénéficies pas des remises arrière, mais par contre, tu as le stock. Voilà, donc maintenir une répartition, il y a une formulation que j'aime bien, notamment dans cette conservation du stock, c'est la gestion en bon père de famille. Tu vas également avoir une présentation de tous les contrats en cours, notamment au niveau des professionnels qui travaillent avec la partie vendeuse, les préparateurs, les femmes de ménage, les adjoints, etc. Tu as également un report, sans être exhaustif, de tous les contrats qui font fonctionner la pharmacie, eau, électricité, internet, téléphonie, informatique, etc., etc. Je t'invite à éplucher très rigoureusement ces contrats, parce qu'il y a des moments où tu te retrouves avec des contrats complètement aberrants, notamment certains contrats pour des prestataires type photocopieur, que tu es amené à payer pendant 15 ans, et au final, ton photocopieur, tu l'as payé 4, 5, 6 fois le prix d'un photocopieur si jamais tu ne l'avais pas acheté directement. Bref, il y a des contrats à garder, il y a des contrats que le vendeur doit solder d'une manière impérative. À toi de les éplucher, à toi de les négocier. Il y a également les conditions suspensives de réalisation qui devront être notées dans cette phase, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui valideront l'obtention ou la non-obtention du prêt. Conditions suspensives donc d'obtention du crédit, de non-préemption par la mairie, de cohérence médicale du vendeur, d'assurabilité du prêt, de validation du Conseil de l'ordre. Bref, les conditions suspensives peuvent être larges. Alors plus t'en mets, plus c'est à ton avantage. Mais moins c'est intéressant aussi pour l'acheteur parce que tu as finalement plus de clauses pour t'échapper de la vente. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Sera identifiée également la date dans cette OFA de prise de possession de l'officine. Sache que cette date de prise de possession pourra être modifiée lors de la réalisation des actes notariés, notamment du compromis de vente que tu vas réaliser. Et puis, il y a également les conditions en cas de refus et de non-réalisation des conditions suspensives, avec notamment un dédommagement pour l'un ou l'autre, vendeur comme acheteur. Si par exemple, le vendeur ne fait rien pour que tu puisses correctement obtenir ton prêt et que tu ne l'obtiens pas,
il sera responsable de 10% ou qu'il fasse de la merde, hein, tout simplement dans sa vente, il te devra une certaine somme d'argent en termes de dédommagement. Si toi, en tant qu'acheteur, tu ne fais pas le nécessaire pour obtenir ton prêt, en gros, en fait, si tu ne fais pas, si tu as la flemme d'aller voir les banques ou voilà, tu seras également tributaire d'un dédommagement auprès de ton vendeur parce que il aura bloqué la vente pour toi et que tu n'auras pas fait le nécessaire. Voilà. Donc, cette OFA, elle va être transmise au vendeur. Elle peut être retournée à l'acheteur. Le but, c'est d'obtenir un accord. À partir du moment où acheteur et vendeur ont signé cette offre ferme d'achat, le processus, il est lancé officiellement. L'OFA, elle nous permet de fixer une date pour l'étape numéro 2, je dirais, qui est le rendez-vous chez le notaire ou chez l'avocat pour la réalisation du compromis de vente. Le compromis de vente, c'est une OFA, on va reprendre la thématique même de l'OFA, mais à laquelle on va adjoindre un certain nombre d'annexes, je dirais, qui permettront d'encore plus ancrer le processus de vente. Alors à partir du moment où l'OFA est lancée, tu commences à devenir légitime pour aller voir des banques, en tout cas pour commencer à prendre des rendez-vous bancaires. Alors moi, tu ne peux pas faire de rendez-vous bancaire avec juste une OFA, hein, bien évidemment. Il faut que ça soit validé, il faut que ça soit un compromis de vente, hein, en gros. Mais par contre, tu peux commencer à prendre des rendez-vous parce que là, tu commences à vraiment rentrer dans le game, en fait. Et puis, à prendre des rendez-vous à partir de la date où tu auras validé le compromis de cession. Bref, nous, à notre niveau, là où on en est, j'espère que maintenant tu as compris à quoi sert une OFA, qu'est-ce qu'une OFA. C'est la validation par la partie vendeuse et par notre partie. Alors normalement, ça devrait arriver, je dirais, dans la semaine, voire au plus tard la semaine prochaine. Et puis après, la prochaine étape, c'est directement et très rapidement, parce qu'on va commencer à être un petit peu pris par le temps, par la réalisation du compromis de cession que l'on va réaliser, soit chez un avocat, et je pense que ça va se passer chez un avocat, pour ensuite débuter le démarchage bancaire. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du journal d'une installation saison 2, l'installation de notre collègue Alexis à Pavilly et le projet, on va dire, Pavilly dans sa grande globalité. À très bientôt sur Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.